Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. D'abord, c'est traditionnel, mais on va pas passer à côté. Je vous souhaite une excellente année 2020 et surtout la santé qui conditionne un petit peu tout. Et pour bien commencer cette nouvelle année 2020, je vous propose une petite vidéo hors série. Je vous propose de revenir sur les faits NBA qui m'ont marqué sur cette décennie 2010 et bien qu'on laisse maintenant derrière nous. Je parle bien de mes souvenirs. Je suis pas en train de vous dire ce sont les faits absolus dont il faut se souvenir de la décennie de 2010. Je vous parle de moi, ce que j'en retiens. Donc ne me mettez pas dans les commentaires ah oui mais t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. C'est mes souvenirs à moi, c'est les quelques centimètres, dans les quelques centimètres cubes là de cerveau qu'il y a ici, c'est ce que je retiens de la décennie 2010. Donc une fois n'est pas coutume, vous comprendrez que c'est une vidéo 100% subjective. Il y a pas mal de choses à aborder, donc je vous propose qu'on perde pas plus de temps que ça et qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Premier souvenir que je garde de cette décennie 2010, et je vous les balance comme ça en brut, c'est pas hiérarchisé, hein. Ceci n'est pas un top. Ceci n'est pas un top. C'est des souvenirs que je vous balance comme ça, c'est pas hiérarchisé, ils sont pas dans l'ordre des choses les plus marquantes de cette décennie. Mais première chose en tout cas qui m'est venue en tête quand il s'agissait de rembobiner cette décennie 2010, c'est les Dallas Mavericks, champions en 2011. Je garde un souvenir assez marqué de cette équipe de Dallas 2011, cette équipe de Dallas qui a connu, pour arriver au titre, un chemin semé d'embûches, puisque, souvenez-vous, ces Dallas Mavericks, ils perdent la finale, déjà contre Miami à l'époque, en 2006, ensuite la saison prochaine, en 2007, ils reviennent, 67 victoires, ils font une saison régulière incroyable, c'est un peu la reconquista, et bam, ils sortent au premier tour des playoffs, sortis par les Golden State Warriors, encore un huitième qui sort un premier, un mini coup de théâtre. La saison d'après, ils refont une saison à plus de 50 victoires, ils ressortent au premier tour, ensuite ils changent de coach, Rick Carlisle fait sur sa première année une demi-finale de conf, ensuite on repart, on refait 50 victoires, on ressort au premier tour, bref, on avait le sentiment que cette équipe de Dallas, c'était un peu l'équipe de la loose, condamnée à toujours chuter avant la dernière marche, et puis sur cette saison 2010-2011, alors que quelque part ils ont joué dans la continuité. Combien d'équipes, après tant de désillusions, auraient fait à nouveau sauter le coach, auraient appuyé sur le bouton reset? Combien de superstars auraient dit I don't want to be there? Nowitzki, je suis dans le dernier tiers de ma carrière, je veux absolument gagner un titre, Dallas ne va pas me le permettre, je veux changer de club. Combien de superstars auraient fait ça? Il n'y a que Nenny, camarade, à Dallas, ça s'est pas passé comme ça. On a joué dans la continuité, on a persévéré quelque part, et puis dans cet exercice 2010-2011, les Mavs ont fait une super saison régulière, ils se sont fait très très peur au premier tour, une nouvelle fois, ça a dû aller en 7 matchs, et puis après, ils sortent les Lakers champions en titre, en 4-0, balayage, et là on commence à se dire, oulala, attention, cette équipe de Dallas est peut-être en train de nous faire quelque chose. Ils tombent face à l'équipe qui est en train de monter en puissance, l'équipe des jeunes loups prometteurs, ils tombent contre OKC en finale de conférence, et puis l'expérience et l'ancienneté l'aura emporté sur la jeunesse et la fougue. Les Mavs sortent OKC, et puis on retrouve le Heat en finale, le Heat des Three Amigos, le Heat LeBron, Bosh, Wade, le Heat que Jeff Van Gundy avait déjà annoncé comme allait gagner en 82 matchs dans ses allégories devenues célèbres. Et bien il tombe sur le Heat quand même qui était la super team de l'époque, la locomotive de l'époque, et puis cette équipe de Dallas a triomphé de ses vieux démons et s'est imposée en finale avec vraiment un très très beau collectif. Cette équipe m'a marqué parce qu'il y avait vraiment un collectif extraordinaire avec Jason Kidd évidemment à la baguette, avec Jason Terry, avec toute une armée de joueurs de complément, des Sean Marion, des Tyson Chandler, des Stojakovic,
autour d'un Nowitzki qui était absolument inarrêtable, qui mettait tous les fameux fade-away jerk leg, où le ballon allait pratiquement toucher le haut du gymnase. Tout ça rentrait en ficelle. Il y avait une insolence dans le jeu de Nowitzki à l'époque, qui était absolument fascinante, et évidemment une équipe qui était extrêmement bien coachée par Rick Carlisle, et où il y avait de l'audace, où il y avait des vraies prises de risques. Je me souviens notamment de ces Mavs en 2011 qui sortent des séquences de zone face au Heat, une équipe du Heat qui a complètement paniqué, qui s'est complètement enrayée face à cette zone. Il y a eu des vraies séquences d'audace et qui ont payé, et je m'en souviens d'autant plus mémorablement que donc en 2011, c'était les débuts du League, enfin c'était pour moi les débuts du League Pass. J'ai dû l'avoir en 2009, je crois, en 2010. Donc c'était un peu la découverte de ce qu'est le sésame League Pass, et je regardais énormément de matchs, et ces Dallas Mavericks m'avaient vraiment marqué, notamment par leur aboutissement collectif qui était vraiment très 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 marquant. Deuxième chose qui m'a marqué dans cette décennie 2010, c'est LeBron James 2012. C'est LeBron 2012, je résume en entonnoir à un seul joueur, alors que c'est plus la performance collective du 2012 qui est intéressante, mais 2012, l'année LeBron, MVP de la saison régulière, MVP des finales, le Heat en reconquista après la désillusion face aux Mavs. On se remobilise, on refait une saison régulière, somme toute correcte, même si on ne domine pas à l'Est. Les Bulls avaient eu un meilleur classement qu'eux dans cette saison 2011-2012, mais il y a vraiment un LeBron en mode reconquista qui aura complètement plané sur cet exercice 2011-2012, je vous le disais, donc MVP de la saison régulière, MVP des finales, le Heat champion. Dans la foulée, je vais aux Jeux Olympiques et je décroche la médaille d'or, le grand chelem absolu, et je m'en souviens d'autant plus correctement que j'avais eu la chance avec les copains d'aller voir cette équipe de Team USA 2012. Une équipe de Team USA 2012 qui, quand même, parmi les rosters les plus insolents jamais assemblés par l'équipe des États-Unis, cette équipe-là restera quand même vraiment sur les marches les plus hautes, parce que vous aviez quand même Kobe, LeBron, Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden. Il y a eu toute une panoplie de joueurs qui ont fini MVP dans ce Team USA. Anthony Davis, qui n'était pas encore à NBA, il sortait de la NCAA, il l'avait pris pour le mettre dans ce Team USA. C'était une équipe absolument fascinante, et cette année-là, LeBron a vraiment dominé quelque part la planète basket, pour schématiser, et aura été incroyablement précieux, évidemment, dans le parcours victorieux du Heat 2012, parce que souvenez-vous, en finale de conférence face aux Boston Celtics, donc face aux vieux de la vieille des Boston Celtics, eh bien, cette équipe du Heat est menée 3-2. Cette équipe du Heat est menée 3-2 avec un match 6 qui doit se jouer à Boston. Donc un match de tous les dangers. Et dans ce match 6, ultra décisif, où le Heat est dos au mur, hein, si Boston s'impose, c'est la finale pour eux, eh bien LeBron sera un match à 45 points, dont 30 en première mi-temps. Au moment où Miami a eu le plus besoin de lui, il a répondu présent, et dans une NBA moderne où combien de joueurs NBA font des choses sensationnelles en saison régulière mais s'écroulent en play-off, c'est bon de rappeler qu'il existe encore quand même des joueurs qui arrivent à se révéler en play-off et qui sauvent leur équipe au moment où cette équipe a le plus besoin d'être sauvée, et c'était complètement ce qu'a fait LeBron en 2012, et ça m'a vraiment marqué. Il n'est pas si courant que ça de voir un joueur à tel point dominer un exercice de bout en bout, et en plus finir champion olympique, et anecdote, il le fait 20 ans après Michael Jordan en 92, tout un symbole. Troisième fait marquant pour moi de cette décennie 2010, eh bien, je voudrais vous parler des Warriors 2016. Évidemment que la décennie 2006 aura été marquée par les Golden State Warriors. Impossible de ne pas avoir cette équipe au logo doré en tête quand on parle de la décennie 2010, mais j'aimerais qu'on revienne exactement sur cet exercice 2016. Les Warriors qui ont un peu inventé ou réinventé l'insolence absolue dans la NBA, l'équipe
qui semblait indétrônable, qui semblait imbattable, qui surfait surtout formidable armada offensive et une défense tout à fait solide. Bon, ça jouait sur les deux tableaux. L'équipe imprenable par excellence, qui va battre le record absolu jusque-là détenu par les Chicago Bulls en allant arracher 73 victoires en saison régulière. Je ne sais pas si vous imaginez d'aller gagner 73 matchs sur 82, à quel point c'est un véritable exploit. Et puis ces Warriors, à l'époque champions en titre, hein, qui surfent surtout, qui sont en insolence. Curry qui fait le malin, qui joue des mécaniques, le Curry qu'on aime ou qu'on déteste, hein, qu'on soit des deux côtés ou non, mais le Curry qui ne laisse pas indifférent. Eh bien, ces Golden State Warriors, ça aura été en 2016 l'équipe en ascenseur émotionnel par excellence, parce que on domine toute la saison régulière, on va aux 73 victoires. Et puis, on se retrouve en play-off, mené 3-1 face à OKC, souvenez-vous de ça, en demi-finale de conf. Eh bien, les Warriors, ils sont menés 3-1. Ils perdent le match 1 à domicile. Ils gagnent le match 2. Ensuite, ils se font dynamiter. Je crois que c'est des 130 à 105 dans le match 3 et 4. Ils se font complètement dynamiter. Ils sont menés 3-1. Et là, on se dit, ça y est, c'est plié. Les Warriors, ils ont craqué. C'était un ballon de baudruche qui a gonflé, et qui maintenant, qui va imploser. Et puis que nenni. Il y a une remobilisation et les Warriors menés 3-1 arrivent à arracher un match 7. Et dans le sillage d'un Curry qui fait, je crois, 14 sur 26 dans le match 7, qui fait un super match, les Warriors s'arrachent une place en finale. J'ai pu l'historique, mais il y a très très peu d'équipes qui ont réussi à revenir d'un déficit de 3 victoires à 1 en play-off. J'ai pu les probabilités, les fois où c'est arrivé en tête, mais c'est pas arrivé beaucoup de fois, donc c'était déjà un véritable exploit. Et que va-t-il se passer dans ces finales 2016 ? Eh bien, les Warriors vont mener 3-1 et vont à leur tour être rattrapés par les Cleveland Cavaliers qui arrachent un match 7 et qui vont jouer sans doute l'un des matchs 7 les plus incroyables de l'histoire de la NBA, où ces Warriors vont perdre à domicile dans le match 7, vont laisser filer le titre, mais ils en ont eu beaucoup, donc ils peuvent se consoler ailleurs. Ils vont laisser filer le titre au profit des Cleveland Cavaliers, donc cette équipe des Warriors 2016, fascinante par son insolence et son côté ascenseur émotionnel absolument improbable, où on aura été tutoyer les sommets avant de quelque part lamentablement s'écraser, alors que normalement tout était quasiment acquis. Voilà, c'est aussi un fait marquant de cette décennie 2010. Fait marquant de cette décennie 2010, en tout cas qui m'a marqué sur cette décennie 2010, eh bien, c'est les intersaisons complètement folles. C'est les intersaisons complètement improbables. La ligue devient folle, les general managers pètent un câble, et je n'ai pas souvenir dans l'histoire de la NBA, même s'il y a eu des intersaisons relativement riches, je pense notamment à l'intersaison 96 où Shaq arrive aux Lakers, il y a eu pas mal d'autres assez grands mouvements, mais je n'ai pas souvenir dans l'histoire de la NBA d'avoir eu autant d'intersaisons complètement folles qui ont vu des chassés-croisés, j'en perds mon latin, de superstars dans tous les sens, et un visage de la NBA qui est remodelé quasiment à 50% en l'espace de 2 saisons. Mais regardez l'équipe All-NBA, de 2016-2017. Voyez dans cette équipe All-NBA qui rassemble le sacro-saint des meilleurs joueurs de la ligue, regardez tous les joueurs qui ont changé de club. Et c'est d'autant plus spectaculaire que des superstars ont changé 2 fois de club en l'espace de 3 ou 4 ans. En l'espace de 4-5 ans, LeBron a changé 2 fois de club. En l'espace de 2 ans, Kawhi a changé 2 fois de club, donc il joue pour 3 équipes différentes. Jimmy Butler a changé 3 fois de club, 4 équipes. Paul George a changé 2 fois de club, 3 équipes. Kyrie Irving a changé 2 fois de club, 3 équipes différentes. Kevin Durant a changé 2 fois de club, 3 équipes différentes. Il y a eu un incroyable chassé-croisé
de joueurs qui sont partis dans tous les sens, quitte à faire des escales, à faire des escales dans des franchises avant de rebondir sur une autre, c'est complètement fou. On n'avait jamais vu ça. Mais réfléchissez à la NBA d'il y a encore 4-5 ans, réfléchissez où étaient les superstars, les rapports de force, et vous vous rendez compte que tout ça a volé en éclats, et qu'il y a eu un nombre incroyable de trades, de signatures, de sign-in trade, de je signe, je reste un an, je repars, qui ont été complètement invraisemblables, et on a passé pratiquement des fois des étés beaucoup plus intéressants que les 80% de la saison régulière, c'est vous dire à quel point c'était fou. Et ça, et notamment sur la fin de la décennie 2010, ça aura quand même été un des points marquants de ces 10 dernières années. Autre fait marquant de cette décennie 2010 qui s'achève, évidemment que je vais vous en parler. Et, évidemment que je vais vous en parler, évidemment qu'à mon petit niveau, ça m'a marqué, et pourtant, c'est très très peu évoqué. Je ne l'ai quasiment pas vu dans les récaps des faits marquants de cette décennie 2010, et pourtant c'est quelque chose qui a révolutionné la NBA. Je veux bien sûr vous parler de l'explosion des stats, ou en tout cas des données statistiques qui nous ont renseigné sur d'incroyables nouveaux compartiments des matchs joués dans la NBA. Tout ça a été catalysé grâce à SportsView, les fameux Moving Dots, c'est-à-dire ce système qui a été mis en place, je m'étais noté ça en 2011-2012, dans quelques équipes test de la NBA, qui a été monté à 10 équipes en 2012-2013 et qui a été généralisé sur les 30 équipes de la NBA à partir de 2013-2014. C'est simple, c'est tout un système de caméras qui en permanence filme le terrain. Et bien des équipes comme SportsView ont développé toute une série d'algorithmes qui ont permis automatiquement d'aller archiver et d'aller quantifier tout ce qui se passait sur le terrain. Ils ont réussi à faire en sorte que la machine, que Big Brother, qui surveille tous les joueurs une fois qu'ils sont sur le terrain, arrive à comprendre ce qui s'y passait et arrive à le quantifier. Ok, ça c'est un pick and roll, ça c'est un backdoor, ça c'est une sortie d'écran, ça c'est une perte de balle. Et tout ça nous a permis d'avoir une quantité absolument incroyable de stats et de stats avancées qui nous ont permis d'aller isoler des séquences très précis du basket et de hiérarchiser finalement qui était efficace, qui ne l'était pas. Et ça a profondément remodelé la façon dont les équipes ont appréhendé leur façon de jouer. Ça a remodelé aussi le destin de certains joueurs. On s'est rendu compte que certains joueurs, alors qu'on regardait leurs stats brutes, semblaient être des très très bons joueurs, et on s'est rendu compte qu'avec ces stats avancées, avec ces stats très 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 précises, c'était des joueurs qui étaient en inefficacité dans la majorité de ce qu'ils faisaient. Ils étaient dans une démarche quantitative mais pas qualitative. Et cette source-là qui est accessible à tous, c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est pas réservé, en tout cas c'était réservé au début, mais maintenant c'est accessible à tous, c'est pas réservé au microcosme de la NBA, au microcosme des coachs et des scouts, c'est accessible à tous. Et c'est une source formidable. Et plus que jamais, ces nouvelles données, je vous le disais, ont façonné le visage de la NBA et nous ont permis de sortir du « oui, mais regarde les matchs, ça se voit pas dans les stats ». Cette donnée est de moins en moins vraie, puisque avec ces systèmes, tout ce qui se passe sur le terrain est quantifié. Vous pouvez savoir quelle est la distance qu'un joueur a parcouru dans un match, à combien il a couru, combien il a touché de fois la balle, combien il a relâché, combien de tirs il a pris à 6,50 m, à 45 degrés, quelle est sa réussite dessus. Tout est absolument quantifié. Alors évidemment, ça ne fait jamais office de vérité absolue. Mais ça nous a permis d'avoir un regard complètement nouveau sur la NBA et un regard qui était surtout beaucoup moins subjectif, parce que c'est bien beau de vous dire oui mais regarde les matchs, mais quand je regarde les matchs,
on y voit quoi? J'y vois quoi? Quelle est ma grille de lecture? Quelle est ma grille de lecture par rapport à la tienne? Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la défense, on regarde l'attaque. Est-ce que j'ai le niveau de compétence suffisant pour comprendre ce qui s'y passe? Les stats, quelque part, ça nous permet, encore faut-il les comprendre, mais de nous mettre tous égaux un petit peu sur ce qui se passe sur le terrain et de pouvoir un peu plus aisément décoder ce qui s'y passe. Et toutes ces données qui sont incroyables, qui sont absolument incroyables, eh bien, ont apporté une source de données formidable à la NBA, aux fans et évidemment aux coachs qui, du coup, ont pu réadapter un petit peu leur plan de match, hein, ou ont pu réadapter la façon dont ils utilisent leurs joueurs. Et ça a énormément changé sur cette décennie 2010, le visage de la NBA. Et enfin, dernière chose que je retiens de cette décennie 2010, ça n'est pas un fait précis, mais c'est une tendance globale. Cette décennie 2010 aura été la décennie de la naissance, ou en tout cas de l'émergence, de l'ère du tir à 3 points dans le basket NBA. Jamais auparavant, jamais dans une autre décennie, le 3 points n'a été autant utilisé et n'a à ce point conditionné le basket NBA. Je vous rappelle cette anecdote que je vous ai déjà citée des dizaines de fois, mais en 2018, on est passé à quelques tirs à 3 points ouverts complètement manqués. Je ne suis pas en train de vous parler d'aller mettre des Ave Maria. Je suis en train de vous parler de tirs à 3 points qui sont ouverts, qui ont été manqués. En 2018, on est passé à quelques tirs à 3 points ouverts manqués, d'avoir une finale NBA. Houston Rockets, Boston Celtics. Avouez que si ce scénario s'était avéré, ça aurait sans doute changé le destin de la NBA sur les mouvements et les ajustements qui se sont passés derrière. Plus que jamais, la décennie 2010 est la décennie de l'explosion de l'utilisation du tir à 3 points, et cette explosion d'utilisation du tir à 3 points, elle est conditionnée au fait dont on avait parlé juste avant, l'émergence des stats avancées, l'émergence de la compilation et de la compréhension exacte de ce qui se passait sur un terrain. C'est là qu'on s'est rendu compte, mais attends, mais tirer à mi-distance, ça sert à rien, ça n'est pas rémunérateur. Je suis le premier à le regretter, je vous l'ai déjà dit des dizaines de fois, j'adore le jeu à mi-distance, le tir à mi-distance, mais en toute objectivité, en pragmatisme absolu, c'est le tir le moins efficace du basket, donc il n'a pas de raison d'être. Il n'a pas de raison d'être. Stat qui est toute simple, En 2014, je ne suis pas en train de vous parler de la préhistoire de la NBA et des années 60. Il n'y avait pas de tir à 3 points, vous me direz c'est réglé. En 2014, il y avait une seule équipe dans toute la NBA qui tentait au moins 35% de son volume total de tir à 3 points derrière la ligne à 3 points. Une seule équipe, devinez qui c'était? C'était les Houston Rockets déjà à l'époque. Le fameux Murray Ball, il avait déjà compris que l'efficacité se trouvait derrière la ligne à 3 points. C'était purement pragmatique. 2014, une seule équipe, 35% de tirs tentés derrière la ligne à 3 points. Sur cette saison, 2019-2020, il y a 21 équipes qui tentent plus de 35% de leurs tirs derrière la ligne à 3 points, et plus on avance dans le temps, plus la fréquence augmente. J'ai fait une vidéo là-dessus, le tir à 3 points. Le tir à 3 points va-t-il condamner la NBA? Va-t-il tuer le basket? C'est inexorable. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, dans 3, 4, 5 saisons, si les règles ne changent pas, toutes les équipes NBA tenteront la moitié de leurs tirs derrière la ligne à 3 points. Toutes les équipes feront comme les Rockets. C'est évident, il n'y a aucune raison qu'on s'en éloigne, puisque c'est ce qui marche. Les règles actuelles en NBA font que c'est ce qui marche, donc personne n'a de raison de s'en détourner. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est pour vous dire et pour vous justifier à quel point avoir des outils entre les mains, c'est ça qui a fait évoluer cette tendance. Entre 2018 et 2012, donc sur 5 saisons, eh bien, la fréquence d'utilisation du 3 points, elle reste stable. On en tente à peu près 18 par match. On joue un tout petit peu plus de possession, mais globalement, le volume tenté reste le même. Et souvenez-vous, je vous ai dit à partir de 2012, qu'est-ce qui se passe?
Il n'y a pas un système qui s'appelle SportView, qui maintenant a été repris par Second Spectrum, qui ont proposé des choses encore plus réactives. Qu'est-ce qui se passe à partir de 2012? Eh ben, on commence à foutre des caméras partout, on commence à avoir des données précises sur tout ce qui se passe sur un terrain, et à partir de 2012, eh bien, on a une explosion de l'utilisation du tir à 3 points qui n'a pas diminué depuis, et ça, vraiment, ça a changé complètement le visage de la NBA, parce que au-delà, évidemment, du bombardement derrière la ligne à 3 points, ça a aussi complètement permis l'émergence de ce que j'ai appelé les super mutants. Les Ben Simmons, les James Harden, les Doncic, tous ces joueurs-là ont incroyablement bénéficié de cette attaque NBA qui s'est tirée au maximum pour faire des numéros de solistes, et ils sont devenus indéfendables. Ils sont devenus indéfendables parce que si vous venez doubler sur eux, si vous venez aider sur eux, ils ressortent sur le coéquipier qui est tout seul, et ça demande une vraie structure défensive collective pour aller faire aide de l'aide, pré-rotation, etc. Il n'y a que 4 ou 5 équipes dans toute la NBA qui arrivent à le mettre en place. Donc ils bénéficient de cette attaque ultra étirée pour scorer pour eux-mêmes, parce qu'ils ont des autoroutes, ou pour faire briller les coéquipiers. Et on a comme ça des joueurs qui deviennent des mutants, des machines à stats. Et c'est d'ailleurs très intéressant, si vous doutiez du fait que cette émergence du tir à 3 points a permis à des Antetokounmpo, par exemple, de devenir des super mutants. Regardez Antetokounmpo dans le basket FIBA, qui avec des règles où c'est un petit peu moins étiré, où il y a un petit peu moins d'intervalle. Regardez ce que Antetokounmpo fait dans le basket FIBA. Il est beaucoup moins impactant. La NBA a vraiment été façonnée pour l'émergence de ces super mutants. Je me pose souvent la question de ce qu'un Antetokounmpo aurait pu donner dans la NBA des années 90. Regardez des vieux matchs des Knicks des années 90. Aucun joueur n'attaque au-delà de la ligne à 3 points. C'est fascinant. On a Ewing, Oakley, Mason et même un petit peu Starks. Ils sont tous à l'intérieur de la raquette. Imaginez ce qu'un Antetokounmpo face à des défenses comme ça, complètement concentrées dans la raquette, ce qu'il aurait pu faire. Ça aurait sans doute été un petit peu moins brillant, mais voilà, l'année 2010, la décennie 2010, aura été plus que jamais la décennie de l'émergence du tir à 3 points, le tir à 3 points roi. J'entends souvent dire, oui, Steph Curry, il a révolutionné la NBA avec ses tirs à 3 points. C'est un petit peu plus contrasté que ça, parce qu'avant que arrive Steph Curry en NBA, il y avait déjà des joueurs qui tentaient des 3 points un peu en insolence. Coach Nick avait fait une super vidéo là-dessus sur Chris Jackson, devenu Abdul Raouf des Denver Nuggets, qui avait déjà le jeu de Steph Curry à l'époque. C'était quand, je crois, en 2007 ou en 2008, Quentin Richardson du côté des Suns avec D'Antoni tentait déjà 9 tirs à 3 points par match. Il y avait des joueurs comme ça qui surutilisaient le tir à 3 points. C'était un peu anachronique à l'époque. Ce qui a changé, c'est que quand au milieu des années 90, vous aviez un Steph Curry qui monte la balle, s'arrête à 10 mètres et sanctionne à 3 points, le coach tente un 3 points, le coach prend tout de suite temps mort et le fout sur le banc, en lui disant « Mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est quoi ce tir ?» C'était un mauvais tir. Les tirs à 3 points en première intention, en pull-up, étaient considérés comme des mauvais tirs. Ce qui fondamentalement ne sont pas. Les stats avancées nous ont montré qu'ils ne l'étaient pas. Mais ce qui a changé, c'est que les coachs ont dit à Curry, mais non, mais vas-y, mais tente-les, c'est des bons tirs. C'est débile. Quand moi je jouais au basket, si vous montiez la balle et que vous preniez un tir, vous étiez tout seul, en première intention, on vous disait, ah non, mais c'est un mauvais tir, c'est un tir précipité. Il fallait, c'était un usage, c'était un accord tacite, il fallait faire circuler la balle pour qu'on arrive exactement à la même chose, un autre tir ouvert, et là c'était un bon tir. Allez comprendre pourquoi. Les coachs ont revu un petit peu leur logiciel et se sont dit, mais attends, tu montes la balle, t'es tout seul, tire mec. C'est un bon tir, vas-y banco. T'as le feu vert, et cette autorisation de faire feu à volonté a créé les joueurs, les mutants qu'on connaît maintenant. Voilà pour ce petit point sur la décennie 2010 qui s'achève. J'en profite pour vous souhaiter à vous, à vos proches, évidemment une très bonne année 2020, plein de bonnes choses pour cette décennie 2020, et puis la décennie 2010, c'était aussi
même si c'est complètement anecdotique, mais c'était aussi un petit peu la décennie de la basketologie, puisque je crois que la première vidéo et la naissance de la chaîne YouTube, c'est octobre 2011, si je dis pas de conneries. Donc on aura pratiquement passé cette décennie 2010 ensemble. J'en profite, allez, un petit peu de démagogie, pour vous remercier pour votre extraordinaire fidélité et votre soutien. 2020, on continue. Allez, bon match à tous.